mais même aussi de recevoir du feedback positif, tu vois. C'est tout con, mais on le néglige souvent, tu vois. De dire ah, mais ça c'est super bien, bien joué, machin. Bah, moi je le fais parce que en sport tu le fais, avec enfin, tu vois, quand tu es dans une équipe. Et je trouve que c'est super important parce que ça donne de la confiance ça amène du truc, du positif et puis de la performance derrière. Donc non, ne serait-ce que pour le feedback positif, je pense que c'est important. Alors je sais pas forcément, mais par contre ça a joué dans ma décision de travailler en équipe. J'ai fait beaucoup de commercial un peu, quand j'étais chez Satocéan, j'étais un peu tout seul au début. Bon voilà, c'était un peu le loup solitaire qui essaie de développer le business et tout ça, et ça me plaisait bien, parce que tu as l'excitation de la vente, de tout développer et tout. Mais là, le fait de... Voilà, c'est vraiment le travail en équipe qui est pour moi la passerelle entre mon univers un peu sportif et l'univers pro avec l'équipe chez nos CRM aujourd'hui. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour partager avec vous leur parcours exceptionnel dans la vente, l'entrepreneuriat ou encore la transition énergétique. Dans cet épisode, je reçois Nicolas De Swetchin, Sales Directeur chez NoCRM. NoCRM, c'est l'anti-logiciel au CRM spécialement dédié aux sales et au management de leurs équipes. Si vous êtes intéressé par une démo du produit, vous trouverez dans le descriptif de l'épisode un lien pour vous renvoyer directement sur leur plateforme. Si vous voulez soutenir ce podcast et continuer à écouter ces passionnantes interviews, je vous encourage à le partager sur vos réseaux sociaux favoris, à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et surtout à laisser un commentaire pour le faire remonter dans les hits. Donc, toute la team NoCRM qui va écouter, je compte sur vous pour mettre un commentaire. Tous les auditeurs de cet épisode, mettez aussi un commentaire. Vous prenez 2 petites minutes de votre emploi du temps et ce serait vraiment super sympa pour moi et pour Nicolas aussi. Comme ça, il sera super content d'avoir partagé ce temps avec vous. Voilà, je vous laisse en compagnie de Nicolas pour ce super épisode de System Sales. Bienvenue Nicolas dans ce nouvel épisode de System Sales. On va parler aujourd'hui de CRM, de management d'équipe, de Biarritz, de Pyrénées, de plein de choses qui te passent par la tête. On verra bien au fil de l'épisode. En tout cas, je te souhaite la bienvenue et je te laisse te présenter aux invités. Ouais, salut Mathieu, merci, ravi d'être avec toi aujourd'hui aussi. Alors pour me présenter très rapidement, donc je m'appelle Nicolas De Swetchin, je vis à Biarritz, j'ai 2 enfants, d'où le Pays Basque que tu mentionnais tout à l'heure. Voilà, aujourd'hui je suis directeur commercial chez NoCRM, d'où aussi l'histoire de parler un petit peu de CRM. Voilà, on va peut-être en parler juste après. Et voilà, en gros pour me présenter, c'est ça. Ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis avec NoCRM. Et tu peux nous parler de ton parcours un petit peu très rapidement, du fait comment tu es arrivé d'un master d'ingénieur à ce positionnement en tant que directeur commercial. C'est toujours sympa de rappeler les petites passerelles qui existent. Ouais, c'est vrai, non, ouais, carrément. Du coup, comme tu l'as dit, moi j'ai fait une école d'ingénieur assez classique en France, un peu plutôt sur les télécoms, donc voilà. Et qu'est-ce qui m'a amené? En fait, j'ai tout de suite un peu été orienté sur l'ingénierie commerciale. C'est ce qui me plaisait un peu. J'avais un cours comme ça à l'école, et du coup, j'ai commencé mon premier job en tant que ce qu'on appelle ingénieur technico-commercial. Dans une grosse boîte, on vendait des gros logiciels de télécom, donc aux opérateurs. Et en fait, c'est une fonction où tu fais à la fois un peu de technique, un peu de commercial, parce que tu accompagnes les commerciaux, en gros. Tu es là pour faire les présentations et tout ça. Donc, tu vois un peu les deux côtés. Et c'était vraiment bien pour commencer. Et surtout, j'accompagnais les commerciaux, en fait, dans leur tournée, leur gestion de leur portefeuille. Et puis, dans leur métier quotidien de commercial. Et du coup, c'est ça qui m'a plu, en fait. C'est l'aspect, quand tu vends du logiciel comme ça, ou des solutions techniques un peu complexes, tu gardes un petit côté technique, mais surtout, tu apportes un petit côté consultant, en fait, quand tu réponds aux problématiques de tes clients. Et c'est cette partie-là qui m'a bien plu et qui a fait que je me suis orienté ensuite sur du business développement un peu pur. Donc ensuite, j'ai fait une aventure assez longue de 7 ans, un peu plus de 7 ans, dans une boîte qui s'appelle Satocéan, donc qui fait de la prévision de courant océanique, un truc hyper de niche. Je sais que tu aimes bien le sujet de la transition énergétique aussi, donc en fait, on aidait
les bateaux à économiser du carburant quand ils sont en mer, quand ils font des voyages en mer. Bon voilà, du coup, une opportunité qui s'est présentée comme ça, et du coup, dans laquelle j'ai appris beaucoup de choses puisque je faisais tout ce qui est le marketing, business développement, recrutement, etc. Voilà. Donc c'est un peu ça qui a fait la passerelle entre le côté technique, ingénieur et D'accord. plutôt bizdev, quoi. Et ça, c'est une entreprise qui existe encore ou? Ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Mais Mm. toi, ah oui, je vois sur ton CV LinkedIn que tu es resté quand même pas mal de temps là-bas et du coup, 7 ans, au bout d'un moment, tu t'es dit: «Bah, je change, quoi». Ouais, il y a eu ça. Il y a eu aussi que c'est une entreprise qui était assez liée au marché pétrolier, Ouais, de l'offshore pétrolier. Et il y a eu quand même une belle petite crise du pétrole pendant des années. Et du coup, ouais, c'était la transition. Puis j'en ai profité pour faire une transition personnelle aussi, déménager à Biarritz. Euh, voilà. Et du coup, voilà, j'ai un peu construit sur ce que j'ai appris enfin, en faisant beaucoup de choses comme ça chez Satocéan. Et cette partie management qui est venue ensuite après. Donc j'ai rejoint un site NoCRM, à la fois parce que le produit et l'approche dont on va peut-être parler juste après me plaît, le positionnement, l'équipe et tout ça, et puis aussi pour le challenge de travailler avec une équipe un peu internationale et un peu plus large. Voilà. d'accord. Et tu nous parles un peu de beach volley, là, vite fait? Je vois sur sur ton Bah ouais, avec cofondateur et plaisir. secrétaire de l'Anglet Beach Basque. Vas-y, je te laisse. Ouais, mais en fait, moi je fais du volley et du beach volley depuis que je suis tout jeune, donc en D'accord. compète niveau national, quoi. Mais je continue, malgré que je sois un petit peu moins tout jeune, mais je continue à faire de la compète. Et du coup, depuis que je suis arrivé ici, j'ai créé un club avec deux copains et ma femme d'ailleurs. Et voilà, on a créé un club de beach volley sur la plage à Anglette. On a un site internet qui s'appelle Anglette Beach Basque aussi. Et voilà, donc ça occupe pas mal aussi de mon temps en dehors du boulot. Et voilà. Après, c'est aussi, on pourra peut-être en discuter un peu plus tard, mais moi, c'est les valeurs du sport aussi que Ouais. j'apprécie beaucoup. J'ai fait du volley, c'est sport d'équipe. Donc tout ce qui est lié à l'esprit d'équipe, aux valeurs de résilience, d'entraînement, etc. Bon, c'est quelque chose qui est très présent dans mon parcours et que j'essaye aussi de transmettre un peu à l'équipe. Tu penses que ça a joué dans ta décision de devenir plutôt commercial, le fait que tu sois un sportif? Alors, je sais pas, pas forcément, mais par contre, ça a joué dans ma décision de travailler en équipe. Ouais. J'ai fait beaucoup de commercial un peu, quand j'étais chez Satocéan, j'étais un peu tout seul au début. Bon, voilà, c'était un peu le loup solitaire qui essaie de développer le business et tout ça, et ça me plaisait bien parce que tu as l'excitation de la vente, de tout développer et tout. Mais là, le fait voilà, c'est vraiment le travail en équipe qui est pour moi la passerelle entre mon univers un peu sportif et l'univers pro avec l'équipe chez nos CRM aujourd'hui. Et la médaille d'or aux Jeux Olympiques, alors? Bah ouais, non, c'est pas pour tout de suite, hein. Non, mais je parle, mais pas de toi. Pas de toi, je parle de l'équipe de France de volley. La méda- Ouais, ouais, non, celle-là, elle était magnifique. Tu Elle faisais était quoi alors? T'as regardé là? T'étais devant ta télé ou t'es. Ouais, non, en fait, pour être honnête, j'étais en compète en même temps. Donc moi, je jouais en même temps au beach. C'est une D'accord. compète, on organise le championnat de France à Anglette, et c'était exactement en même temps que la finale. Ah Donc, mince. donc j'ai vu les trois quarts de la finale. C'était assez incroyable. Et Ah bon, oui, ça tu a l'as fait, vu quand même. ouais, ouais, un petit peu, Ah, mais d'accord. après j'étais entre guillemets obligé d'aller jouer mon match. Oui. Non, mais ça a été un super engouement pour le sport et tout ça, donc c'est super. Là, nous, le club, il existe depuis un peu plus de 2 ans et demi, quoi. Plein Covid et tout, mais on a quand même pratiquement 200 adhérents au club, quoi. Donc ça se développe pas mal. Ouais, on a quand même toutes les équipes de sport co en France qui sont quasiment sur le toit du monde, quoi. C'est Et ouais, qui impressionnant. marche bien, qui Ouais, marche ouais. bien. Et donc, ok, bah, très bien. On avait dit dans la préparation qu'on donnerait à tous nos auditeurs une définition assez simple mais explicative de ce qu'est un CRM, puisque on fait un épisode Ouais. avec le directeur commercial de nos CRM. Donc déjà, première question, qu'est-ce qu'un CRM? Alors CRM, c'est donc Customer Relationship Management. Donc ça veut un peu tout et rien dire. Donc je vais essayer de m'expliquer. En fait, ça peut vouloir dire tellement de choses que c'est un vaste sujet. On entend souvent voilà, que les commerciaux n'aiment pas les CRM, que le CRM n'est pas bien rempli, ce genre de choses. Donc en fait, on va partir sur deux grands principes. On peut, pour diviser un peu les choses. CRM, c'est ce qui va aider à gérer toute la relation client. Donc ça peut vouloir dire énormément de choses. Ça peut vouloir dire la relation financière avec ton client, la gestion de tes stocks. Ça peut vouloir dire la gestion de ton marketing, de tes points de communication avec tous tes clients.
Et d'un point de vue commercial, si on revient à ça, ça veut dire la gestion aussi de tes opportunités et de ton pipe commercial. Donc on voit que ça peut être très très large un CRM. Il existe des très gros CRM qui remplissent ce genre de fonctionnalités, qui sont conçus pour aider à la fois le commercial, mais aussi et surtout la direction de l'entreprise, l'administration des ventes, le marketing, la finance, etc. Donc voilà, donc CRM, ça veut dire énormément de choses en termes de système, de software ou de fonctionnalités. Donc ça, c'est une partie. Et ensuite, il existe donc des logiciels comme ce qu'on a voulu faire nous, donc on s'appelle nos CRM, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'on pense qu'on n'a pas besoin, quand tu es commercial, d'un CRM pour vendre. Voilà. Donc la boîte, elle s'appelle You Don't Need a CRM. Et du coup, c'est part vraiment de ce point de vue-là, c'est-à-dire que les CRM, c'est pas conçu pour les commerciaux, en vrai. C'est pour ça qu'ils les remplissent pas, c'est pour ça qu'ils ont l'impression de perdre leur temps avec ce genre de gros outils, parce qu'en fait, ça leur demande énormément de saisie de données. Et en fait, vendre, c'est pas saisir de la donnée, vendre, c'est suivre ton processus commercial, relancer tes clients au bon moment, faire en sorte que tes deals avancent, etc. Donc voilà pourquoi on a aussi créé cet outil, c'est pour répondre à cette problématique-là, c'est-à-dire les commerciaux n'aiment pas les CRM, donc on va leur fournir un outil qui est dédié pour eux, pour leurs fonctions, pour ce qu'ils ont à faire au quotidien, c'est-à-dire vendre et suivre leurs affaires. Voilà, donc j'ai parlé un peu des deux, de ce que c'est un CRM et Oui, pourquoi nos CRM, mais parce qu'en fait c'est lié, voilà, c'est la vraie histoire du produit, du logiciel et de comment il s'est créé et de l'état d'esprit qu'anime aujourd'hui encore la boîte chez nos CRM. donc en fait, ça s'appelle nos CRM, mais c'est pas un CRM du coup. C'est quoi? C'est C'est ça, un peu c'est ça. trompeur quand même. Ben C'est un non, peu. parce que nos CRM, c'est en fait, Mmh mh. tu vois, c'est pas trompeur en fait. Si tu prends Ouais, ouais, à la d'accord. lettre, si tu prends à la lettre, c'est pas trompeur. Non, voilà, on dit qu'on est un logiciel de gestion d'opportunités commerciales. OK, euh, et du coup, on a d'accord. vraiment créé un logiciel qui est dédié pour les commerciaux. Donc, ça va pas faire tout ce que fait un gros CRM ou un gros ERP ou ce genre de système qui gère toute la OK. boîte. Par contre, ça va très bien répondre aux besoins de tes commerciaux pour qu'ils fassent de la prospection et qu'ils suivent leurs opportunités et qu'ils améliorent leur taux de closing. Voilà. Donc très focus sur la gestion du pipe. Donc en fait, et du coup, quelles sont les bonnes pratiques pour toi, d'un commercial vis-à-vis de ce type de logiciel? Alors du coup, je dis pas vis-à-vis des CRM puisque Ouais, c'est pas un CRM, mais ouais. vis-à-vis de les bonnes pratiques d'un sales, tu vois? On me pose souvent des questions en Mm. coaching sur la productivité, comment gérer son emploi du temps à la semaine en incorporant ces tâches administratives-là. Donc, tu as un outil de gestion de pipe qui est primordial. C'est ça. Mais du coup, quelles sont les bonnes pratiques, toi, que tu recommanderais par rapport pour un commercial dans sa gestion justement, hebdomadaire ou mensuelle vis-à-vis de ces outils, de gestion? Bah, déjà, en partant du principe qu'il est équipé du bon outil, d'accord? On va Ouais, partir de ça. Donc quand tu as un outil qui t'aide vraiment, au quotidien quand tu es commercial, qu'est-ce que ça va être cet outil? C'est un outil qui te permet, de bien suivre ton processus commercial. Ça, c'est la base, c'est d'avoir un processus. On recommande d'ailleurs de l'écrire quelque part, tu vois? D'avoir une sorte de bibliothèque qui explique à tes commerciaux, quel est ton processus. Donc ça démarre avec ton prospect et ensuite comment tu vas devoir animer tout ça jusqu'à ce que ça soit gagné, perdu ou annulé, par exemple, avec tes opportunités. Donc ça, c'est ton processus. Et ensuite, bah, tu mets ça en place dans un logiciel, par exemple nos CRM, pour que ça soit facile pour ton commercial de retrouver les étapes de son processus. Et ensuite, quels sont les... Tu veux te concentrer sur l'action commerciale, en fait, quand tu es commercial ou manager commercial. Tu veux te concentrer sur ce que vont faire tes commerciaux pour faire avancer les opportunités. Et du coup, c'est ça, une fois que tu as mis ça en place, ben, en fait, le commercial, normalement, il fonctionne un petit peu après pas en pilote automatique, mais quasiment, parce qu'en fait, c'est le système qui va l'inciter à prévoir sa prochaine action. Les prochaines actions, elles sont définies dans le process commercial. Donc, il sait que voilà, sa prochaine action, ça va être de faire un rendez-vous, une démo ou un rendez-vous de closing avec tel ou tel prospect ou telle opportunité. Tout ça, c'est logué en 2 clics dans son logiciel et ensuite, il a des rappels. Donc, sa semaine, elle s'organise quasiment toute seule dans son agenda grâce à son outil, parce qu'en fait, ça va lui permettre de prévoir toutes ses actions. Et donc, toutes ces actions, elles sont listées. Il va se réveiller le matin, se connecter à son CRM, voir la liste, ou son no CRM, voir la liste des actions qu'il a menées aujourd'hui, qu'il s'était prévu et tout. Il abat toutes ses actions et normalement, il a fini sa journée. Voilà. En tout cas, en termes de tâches de vente. Après, il y a tout ce qui tourne autour, évidemment. OK, très bien.
Donc du coup, toi, en termes de... On va revenir un petit peu à ton rôle actuel. Ouais. Aujourd'hui, tu es Sales Director. Mm. Donc, justement, comment ça s'organise un petit peu ta semaine, ton quotidien, toi, autour de, autour de ton métier actuellement? Ouais. Alors je vais juste te donner un tout petit peu de contexte parce que donc dans l'équipe aujourd'hui on est 8 D'accord? chez nos CRM, donc ça c'est à prendre en compte. On est 8 personnes en full remote. On a des personnes dans 8 pays différents, donc enfin on est 2 en France. Le reste c'est Amérique latine, Canada et Portugal, Allemagne et Italie. Ah Donc oui, on est assez d'accord. répartis. Voilà, ça c'est l'équipe parce que tout simplement parce que le logiciel il est traduit en 6 langues. On a des clients dans 80 pays dans le monde, donc on a besoin de faire du support, de faire de la vente, du customer success dans toutes ces différentes régions. Et du coup, on a cette équipe-là aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, ça c'est le contexte un peu de Ouais, l'équipe. ouais, c'est Donc important moi, de le rappeler parce que j'imagine que ça doit ouais. pas mal chambouler ton... ou en tout cas Non, organiser mais en ta... fait, c'est à prendre en compte dans ton organisation, voilà, Oui, avec c'est ça. l'équipe. Et ensuite, ben, en fait, moi, mon rôle, il est multiple, évidemment, mais il est à la fois d'abord d'un côté de faire de la vente. Donc, je continue à gérer des gros comptes français en Europe. Donc ça, c'est une partie. Et ensuite, ben, c'est de manager, coacher l'équipe. Donc ça me prend quand même pas mal de temps. Et on a mis en place justement une organisation assez détaillée pour qu'on ait à la fois des temps de coaching, de feedback, des temps de training un peu, et des temps de partage avec l'équipe, on n'a jamais l'occasion de se voir, en fait, en réel, D'accord. quoi. Ok. Donc, Bah écoute, ça nous fait voilà. pas mal de sujets à traiter, je pense. Ouais. Et du coup, ouais, le fait que ce soit je rembobine. Le fait que ce soit international, c'est Mm. dû au post-Covid ou juste dû, enfin, que les gens soient en full remote international ou c'est juste parce que voilà, nos CRM, vous avez très vite déployé à l'étranger Mm. Ouais, c'est et ça, du coup, c'est... D'accord, c'était la ok, stratégie de départ de Sony Paris, donc qui est le CEO. Et quand ils ont lancé le logiciel, ils l'ont tout de suite traduit en plusieurs langues parce ok. on a quelqu'un chez nous qui est Mariana, qui est notre responsable du Customer Success, qui parle 4 langues et qui a donc pu voilà, démarrer l'aventure avec eux, lancer le logiciel en plein de langues. Et voilà, et comme c'est un logiciel en SaaS, facile à démarrer, ben, avec quelques landing pages bien traduites, ça pouvait se lancer. Et aujourd'hui, ben, on voit le succès que ça a eu dans différentes régions dans le monde. Ouais. C'est quoi ton temps de closing avec un client? Parce que j'imagine que faut que ce soit très rapide quand même, non? Alors, Enfin, c'est assez transactionnel comme vente. Moi, ouais, c'était quelque chose que j'ai découvert en rejoignant nos CRM, l'univers du SaaS, hein, comme ça. Donc, on a un free trial, quoi, un compte d'essai, hein, donc, sur la plateforme. Donc, les gens peuvent se créer un compte d'essai. Et du coup, normalement, il y a entre 15 jours et un mois d'essai gratuit. Donc évidemment, on ne va pas réussir à closer quoi que ce soit avant. Enfin, en tout cas, on n'a pas de paiement avant. Maintenant, ouais, on essaie de garder allez, la moyenne, c'est à 20 jours à peu près, entre 20 et 25 jours sur le, ok, sur le closing d'une opportunité. Ça peut déraper, évidemment, parce qu'en fait, comme on parle quand même d'une solution qui touche un peu au cœur du fonctionnement, si ce n'est d'une boîte, au moins du département commercial, c'est pas des décisions qui se prennent à la légère. Donc nos CRM, ça s'adresse aux équipes commerciales, à des équipes commerciales plutôt en B2P, voire sur du gros marché B2C, et des équipes entre une personne, on a des freelances qui utilisent nos CRM, jusqu'à une trentaine de commerciaux. Donc, évidemment, entre la petite boîte qui a 3 commerciaux et qui se lance, qui va être complètement autonome, qui va closer en 15 jours, et la grosse PME qui sont voilà, une vingtaine, trentaine de commerciaux, il y a une vraie différence en termes d'impact sur l'implémentation d'un tel outil. d'accord. Et du coup, forcément, en termes de temps de closing également, quoi. Donc le rôle du commercial là dans ce processus, c'est quoi alors? C'est d'amener à la plateforme d'essai, ou ça c'est plutôt la partie marketing qui s'en occupe. Et après, le rôle du commercial, il sert à quoi? Il sert à rappeler la personne qui a fini sa période d'essai, voire être sûr qu'il est onboardé. Comment Mm. tu peux m'expliquer un petit peu? Ouais, ouais, avec plaisir. Mais c'est une bonne question. Alors, historiquement, tout ce qui était démarrage des comptes de test, c'est le marketing. Donc, c'est des AdWords, du marketing en ligne, du SEO et du bouche à oreille. Et donc, le process commercial, il intervient à partir du moment où la personne elle a créé son compte de test. Voilà. Donc là, c'est là que l'équipe de sales rentre en jeu. On n'est pas une énorme équipe, on est une équipe, on est une boîte qui fonctionne autofinancée, tu vois, Bootstrap. Hum, hum. Donc, on a une petite équipe, donc on a dû filtrer évidemment. On ne peut pas traiter tous les gens qui
traite des comptes de test. Donc, on va s'intéresser aux plus grands comptes potentiels, c'est-à-dire à partir de 3 utilisateurs. Et à partir de 3 utilisateurs, on a un petit process qui fait arriver les informations dans notre compte, nos CRM. On utilise évidemment, nous, nos CRM en interne. Et là, le commercial, son rôle, ça va être d'appeler la personne, de contacter ces gens. Donc, c'est ce qu'on considère, nous, comme étant des prospects encore. Mhm. Ils ont démarré juste un compte de test. Et donc, comprendre leur projet dans un premier temps. Donc, il y a une vraie phase de qualification du projet pour voir si nos CRM va répondre à ce que la personne cherche, si ça vaut le coup d'aller plus loin. Et ensuite, on va rentrer dans un processus commercial de démo et d'onboarding jusqu'au closing. D'accord. Voilà, C'est donc vrai le que ça rôle change. Ouais, ça change pas mal quand même de fait d'appeler, je pense, parce que on a tous essayé de se connecter des fois avec des apps, des logiciels, et on commence à recevoir des mails qui sont pour le coup oui, très mal écrits, qui sont très saoulants, mais on a l'impression d'être noyé sur le truc. Mais ouais. moi, une fois, je m'étais connecté à Trustpilot. Hmm. Et c'est c'est la première fois où j'ai reçu un email ultra personnalisé, des appels, un gros suivi derrière. Et ça m'a convaincu d'engager Ouais. vraiment avec le soft, Oui, non, mais pour le coup. c'est important. Donc, on essaie de faire Mm. ça. On a une partie aussi, évidemment, bah, quand on n'arrive pas tout le temps à joindre les gens au téléphone, donc on essaie de relancer aussi par email en personnalisant au plus possible. Maintenant, on ne peut pas le faire, évidemment, avec tous Mm, les, mm, mm, tous mm. les prospects qu'on a. Donc, je te dis, on a sélectionné par la taille. Et ensuite, on donne aussi des priorités en fonction un peu du nom de domaine, si on trouve D'accord. des infos sur Internet et tout ça. On va passer plus de coups de fil, par exemple, ce genre de choses, quoi. Et comment tu arrives à détecter, ou est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits justement quand des entreprises sont d'une belle taille? Comment tu détectes un peu les baleines ou Mm. les éléphants, comme on les appelle, Ouais. pour pouvoir pas passer à côté? Et j'imagine les accompagner au mieux, parce que si tu es une grosse entreprise, que tu as déjà quelque chose, que Mm. tu fais un test sur nos CRM, le changement doit pas être simple, j'imagine. Enfin là, je pense qu'il faut que tu mettes le max d'efforts sur l'accompagnement. Ouais, c'est Donc, ça. Donc, comment tu détectes justement on va les appeler les baleines, et comment tu les suis justement? bah alors on le fait de manière assez simple. On le demande au formulaire d'inscription lorsqu'il crée un compte de test. Donc, Ah oui, on demande quelle est la taille de l'équipe commerciale, voilà, très clairement. Et donc, en fonction de la réponse à cette question, euh, on va donner plus ou moins d'efforts. Donc, tout ce qui dépasse 3 ou 4 commerciaux, là, il y a le commercial qui va devoir faire une action sortante, c'est-à-dire, comme je t'ai dit, appeler. Mm, mm. Et, euh, et ensuite, les actions, elles sont différenciées en fonction de la taille potentielle une fois qu'on a eu la personne. C'est-à-dire qu'évidemment, s'ils sont entre 5 et 30, bah là, on va leur proposer des démos personnalisées, un accompagnement un peu plus personnalisé. Et évidemment, il y aura un suivi un peu plus poussé. Voilà. Et puis à la limite, on est quasiment déjà à la limite entre du sales et du customer success, tu sais, ce qu'on appelle ensuite l'onboarding, s'assurer que, D'accord. voilà, que la mise en place a été bonne. Donc on peut proposer aussi ce genre d'accompagnement un petit peu premium pour les plus gros clients. On le fait également. Maintenant, on a fait énormément de travail sur nos ressources pour que les gens puissent aussi voilà, trouver tout ce qu'ils veulent en regardant sur notre centre d'aide. Mm. C'est un logiciel qui se veut simple. C'est une des premières fonctionnalités qu'on met en avant sur notre site et il faut qu'ils le retrouvent quand ils démarrent leur compte de test, quand ils démarrent leur projet réel avec leurs équipes et ensuite quand ils onboardent leurs 20-30 commerciaux. C'est super important, quoi. Ouais, il faut obtenir l'adhérence de l'équipe immédiatement. Ouais. Et je reviens au moment où... Est-ce que ça t'arrive, non, d'avoir des entreprises qui sont déjà sur un gros CRM, qui disent: «Bah non, mais en fait, on s'était planté, on doit passer tout sur un truc comme nos CRM spécifiques à la vente». Là, ça Bien demande sûr, hein. un gros travail, et je pense que les gens, du coup, traînent encore plus les pieds, parce que j'imagine une équipe commerciale les faire onboarder sur Salesforce, et au bout d'un an ou deux, leur dire: «Bon, bah finalement, on va passer les opportunités Ouais, sur ouais. un autre truc plus...» Bon, Alors, c'est c'est vrai pour que votre bien. non, ça arrive un peu moins que ça se fasse, on va dire, aussi vite. Mm, Par contre, bon, oui, on a des clients qui utilisent les deux, hein. Tu as cité Salesforce, c'est un très bon mm. exemple. Et ça peut très bien cohabiter, on va dire. D'accord. Où on en a plein des exemples comme ça, où tu as nos CRM qui va servir de gestion vraiment de prospects. Donc, on va faire, par exemple, tout ce qui est les appels à froid ou de la prospection pure. Et ensuite, quand ça passe vraiment en opportunité, ça bascule dans Salesforce. Il y a plein de façons de le faire. Mais oui, effectivement, ce qui prend le plus de temps, surtout sur les plus grosses équipes, c'est la gestion du changement et du coup, franchir le pas, en fait. J'ai envie de dire, notre plus gros
pas ennemi, mais le plus gros compétiteur, ouais, c'est ne rien faire. Et en fait, Bah oui. les boîtes, elles se posent la question, elles font un test, elles font une bonne démo, elles sont tentées, mais la solution de facilité, c'est rester dans son confort, ne pas changer, surtout ne pas faire de changement. Et c'est là-dessus que nous, on a aussi travaillé en termes de contenu, hein, pour accompagner les. On ne peut pas le faire humainement avec tout le monde, évidemment, mais en termes de contenu, accompagner les dirigeants ou les directeurs commerciaux, puisque c'est à eux qu'on parle souvent, sur l'accompagnement de leurs équipes, la gestion du changement, et on leur recommande quelques actions à mener. Maintenant, c'est un aspect très très difficile dans les boîtes, quoi. Ah oui, et c'est une excellente question parce que ça fait écho un petit peu avec mon métier personnel où on va Mmh. démarcher des entreprises pour leur proposer une solution digitale du management de l'énergie et on a face à nous des gens qui ont déjà des outils sous Excel, des outils internes qui sont Mmh. peu performants. Mais Ouais. comme tu disais, entre être peu performant et changer, peu performant et ne pas changer, il y a un monde. Comment justement, tu dis que vous avez mis en place des choses, qu'est-ce que vous avez mis en place pour gérer ce fameux compétiteur qui est le ne rien faire? Ouais, ne rien faire. Ouais, le plus dur des compétiteurs à battre en fait finalement. Donc Bah, qu'est-ce c'est que ça. tu me disais que vous avez mis en place des choses, c'est quoi concrètement? Mmh. Et justement comment aussi je garde ça en tête, mais je pense que c'est des logiciels qui sont pour lesquels c'est compliqué de mettre en face un return on investment immédiat. Parce Mmh. que là, on parle de faciliter la vie des Ouais, c'est commerciaux, ça, ouais. comme faciliter la vie d'un plant manager ou d'un energy manager. Ouais. Tu lui fais gagner son temps, mais voilà, c'est difficile à quantifier. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place pour combattre le ne rien faire et justement, comment vous valorisez le logiciel aujourd'hui en Ouais, termes bah, de alors ROI? c'est vraiment au cœur de un peu ce qu'on essaie de. Donc il y a 2, j'ai envie de répondre par 2 aspects à ta question. Le premier, c'est au niveau, commercial, hein, vraiment, donc c'est, creuser, donc il y a 2 étapes, dans le commercial. C'est bien qualifier le projet. C'est-à-dire que quand tu vas faire, le premier call, il est super important pour nous. On va essayer de vraiment comprendre s'ils ont créé un compte de test, c'est qu'il y a quand même une raison. Donc, on a la chance d'avoir des leads qui arrivent. Ils ont créé quelque chose, ils ont forcément quelque part un besoin. Ils se sont rendus compte forcément que leur fichier Excel, bon, c'était pas top, ou que les commerciaux arrêtaient pas de se plaindre de leur gros CRM. Bon, je schématise un peu, mais c'est un peu ça. Et du coup, on va creuser cet aspect-là. Mais voilà, pourquoi ça fonctionne pas? Quelles sont les choses qui font perdre du temps aux commerciaux? Est-ce que vous, en tant que manager, vous avez un problème pour suivre les activités? Voilà. Et donc, on essaie de récolter le plus d'infos possible sur ce qui fonctionne pas, ou en tout cas ce qui pourrait être amélioré dans leur processus pour, comme tu disais, leur simplifier la vie. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on va montrer à travers la deuxième étape qui est plutôt une démo, que ce soit un webinaire avec l'équipe ou une démo personnalisée, où là, on va insister sur ça. Euh, voilà. Dans la démo, il faut surtout pas montrer tout ce que ton logiciel sait faire, il faut venir apporter de la valeur en fonction de ce que tu as récolté comme information et comme besoin dans ta phase de qualification. Donc on essaie vraiment de travailler beaucoup là-dessus. Phase de qualification, démo bien adaptées pour leur montrer la valeur et les inciter à bouger de leur situation actuelle. Insister aussi sur qu'est-ce qui va se passer s'ils ne bougent pas de leur situation actuelle. Parce que s'ils ont fait la petite démarche de venir créer un compte de test, c'est qu'il y avait quand même quelque chose. Et on essaie de revenir toujours à ça. Revenir toujours au problème initial qui les a fait créer un compte de test en premier lieu, quoi. Ouais, ok, on revient à la base, mais Bah ouais, souvent, ouais, mais souvent zappé. Non, mais voilà. Là, on revient à la base du sales, du métier de sales. Et ouais. c'est souvent une partie qui est mise de côté. Et même après, par fainéantise, on ne fait pas l'effort d'adapter sa démo produit, Mmh. d'adapter son argumentaire au client en fonction de ce qu'il a exprimé. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la phase commerciale. Et ensuite, il y a la phase accompagnement. Donc, suite à cette démo, par exemple, on va leur envoyer des petites vidéos. Et ensuite, on a créé, c'est là-dessus que ce que je disais tout à l'heure, on a créé des contenus pour accompagner les équipes à bien démarrer d'abord avec nos CRM, c'est-à-dire évidemment que ça soit le plus fluide possible. C'est un logiciel en SaaS, ils peuvent démarrer sans prendre trop de risques parce que c'est des abonnements mensuels. Ils ont rien à installer chez eux, donc ils doivent prendre évidemment un peu de temps pour adapter le logiciel à leur processus, etc. Mais ce n'est pas un risque financier et en temps humain énorme. Donc on essaie de leur faciliter tout ce travail-là. Et ensuite, on a travaillé à un moment aussi, toujours avec Mariana, sur
l'ennemi, en fait, là-dedans, c'est aussi la peur du changement, comme on le dit depuis tout à l'heure. Et du coup, on leur a produit des petits contenus qui les aident à oublier, entre guillemets, cette peur du changement, en leur montrant que le changement, il peut être bien fait avec telle étape. Et donc, on essaie d'avoir des contenus qui les accompagnent dans ces étapes-là. Ah, c'est rigolo ça. Vous avez une stratégie de contenu d'ailleurs. Tu m'as parlé tout à l'heure de SEO, de ads, etc. Est-ce que vous avez en même temps une stratégie de contenu, non, sur les réseaux sociaux, ou c'est juste pour vous une bibliothèque ou une sorte d'académie qui vous permet de gérer vos clients? Ouais, alors c'est les 2, évidemment, D'accord. quand tu produis du contenu, on essaye de l'utiliser au mieux, donc sur plein d'aspects, mais évidemment pour nos clients, mais aussi pour, générer du SEO ou générer de la visibilité. Donc ça, c'est les 2, mais on a fait énormément de contenu, donc là, voilà, vous pouvez aller voir sur le site. On a une académie, de vente aussi, en plus de notre centre d'aide. Donc ça, c'est des conseils vraiment aux commerciaux sur comment, bien mettre en place un processus de vente, et cetera. Et on a fait aussi récemment une académie no code. Donc on a une vraie grosse stratégie de contenu, puisque c'est aussi de là que viennent nos leads entrants, tout simplement. Donc ouais, pour répondre à ta question, il y a une stratégie de contenu. Et cette stratégie de contenu, elle est double challenge, c'est accompagner au mieux nos clients et faire en sorte qu'ils convertissent plus vite, et aussi générer du trafic. Vous avez combien de personnes qui travaillent sur cette stratégie de contenu, justement? Alors, on a une petite équipe marketing chez nos CRM. On vient de recruter une nouvelle personne là, justement, sur du contenu. Donc, c'est vraiment tout frais. Allez, après, c'est deux, trois personnes, quoi. D'accord. Pas à temps plein. Donc, l'équipe marketing, elle nous aide un peu là-dessus. Et après, voilà, c'est du multitâche un peu en interne, parce qu'on a une petite boîte de 20 personnes, on a un peu plus de 3000 clients dans 80 pays. Donc, on est assez multitâche et le contenu en fait partie, quoi. Ok, donc toi-même, des fois, tu mets la main à la pâte. Alors, j'ai pas une super plume, Non. donc j'ai fait quelques trucs. Je crois que j'ai fait un article, non, mais c'est pas. Non, mais tu es à l'aise à l'oral, hein. Envisage de prendre en main le TikTok, par exemple. Ah ouais. Non, En tu vois, plus, tu vis dans une région assez photogénique, donc tu pourrais ah ouais, c'est vrai, il faudrait que je tu m'y mette. pourrais en C'est pas profiter, trop ouais. mon truc, ouais, non, mais voilà, après c'est du Ok. LinkedIn un petit peu, mais à la base, le contenu était vraiment fait pour accompagner, j'ai dit, nos clients pour qu'ils convertissent tout simplement tout seuls, ou en tout cas de manière la plus fluide possible. Est-ce que vous avez des clients insatisfaits et comment vous les gérez justement? On voit, moi, des fois, je suis dans un groupe Facebook d'un service de SaaS pour gérer un peu les connexions automatiques LinkedIn, etc. Je ne cite pas le Ouais, nom, je ne veux pas leur faire de pub, mais voilà, ils ont une grosse stratégie de contenu sur LinkedIn, ils sont plutôt pas mal et tout. ouais. Mais là, ouais, ils ont fait des changements majeurs dans le soft, je trouve que c'est moins bon, bref. Et du coup, on voit un déferlement de gens mécontents sur LinkedIn et la pauvre sur Facebook, pardon, sur la pauvre community manager qui doit gérer tout ça. Ouais. Comment vous faites, vous? Je sais pas, après, c'est peut-être vous avez peut-être 100% de satisfaction, ce qui serait Non, mais génial. Mais bah ouais, ce serait super. Non, mais après, c'est moins le cas parce qu'en fait, on change moins souvent peut-être le logiciel que ce type d'outil dont tu parles. Euh, Aujourd'hui, on a quand même un très bon retour. On a une note justement sur Trustpilot qui est de 4,9 sur 5, je crois. ah oui, Donc non, on a une grosse satisfaction client. Euh, on n'a pas vraiment de problème avec ça. On a mis en place un support chat assez classique, hein, mais qui est très efficace. Énormément de ressources. On a des webinaires toutes les semaines aussi, donc c'est des vrais démos en live avec l'équipe, euh, à laquelle tout le monde peut participer. Donc ça rassure les gens. On n'a pas tant de clients que ça qui viennent se former de cette façon-là, mais le fait de savoir que ça existe dans leur langue toutes les semaines, c'est un vrai plus parce que c'est un point quand même de connexion en live avec la boîte, quoi. Et donc non, pour répondre à ta question, on n'a pas énormément de grosses d'accord. crises de satisfaction. Par Non, mais on contre, sait que. évidemment, on a des demandes entrantes, on a des gens qui veulent voilà, des trucs sur mesure, ce qu'on fait pas du tout quand on est en SaaS, Mm, mm. évidemment. Bon, tout ça, on essaie de le gérer, mais c'est plus du support client que de la Ouais. gestion de mécontentement. Non, mais le service client, c'est un vrai point. On sait Mm. que c'est le nerf de la guerre, hein. Si on prend Capitaine Train, l'épisode que j'avais fait avec Jean-Daniel, Ouais. si on voit aujourd'hui
Lemlist, qui sont cités aussi en exemple par rapport à la réactivité de leur chat. Voilà. Et au contrario, il y en a d'autres qui sont pas bons du coup. On parle d'une néobanque pour entrepreneurs où quand tu envoies un message, tu as la réponse un jour, peut-être. Ouais, ouais. Non, mais voilà, c'est le nerf de la guerre. Ceux qui survivent et qui performent, c'est ceux qui ont un service client irréprochable. Donc, je pense que vous vous inscrivez dans cette logique-là aussi. Bah, c'est hyper important parce qu'en plus là, on parle de lutter contre le churn qui est le truc, aussi le 2e truc peut-être le plus important, quand tu es dans un logiciel, Mm. en SaaS comme nous et donc oui, ça fait partie. C'est pour ça qu'on a aussi une vraie stratégie, customer success, donc rétention client, onboarding et cetera. Qu'est-ce que vous faites justement quand le client il a ah non, c'est des abonnements mensuels, c'est pas des abonnements annuels. On a des abonnements annuels aussi, ouais. Ouais. Et que Ouais. du coup, il y a une action spéciale qui est faite quand l'abonnement va arriver à son terme, non? Vous embrayez sur. Alors Il y a oui, une action du commercial. il y a une action, du commercial, donc chez nous, c'est les mêmes personnes qui font le commercial et le customer success, heu, mais oui, voilà, il y a une action à mener. De la même façon que sur les prospects en entrant, on va filtrer un peu sur la taille de la boîte. On peut pas le faire évidemment avec nos 3000 clients puisqu'on est 8 personnes dans l'équipe, donc l'équation Mm. elle est pas soluble sinon. Mais on va le faire sur les plus gros clients, effectivement, ouais. Et donc on a cette problématique-là. On a des problématiques d'upsell aussi, c'est-à-dire on a 3 éditions, donc on va surveiller un peu l'usage des gens, voir s'ils ont un usage qui pourrait correspondre plutôt à une édition supérieure. Donc là, il va y avoir aussi une intervention du commercial. Mais tout ça va être filtré par, comme j'expliquais tout à l'heure, la taille de l'équipe et la taille, enfin, le nombre de Ok. licences, hein, tout simplement. Donc le Ok. revenu potentiel que génère ce client. Et qu'est-ce que d'ailleurs tout à l'heure tu citais vous aviez des freelances parmi le. Il y en a beaucoup, non? Justement, c'est assez un sujet assez mis de côté au niveau freelance, je pense, la Mm. gestion d'une base client via l'aide d'un logiciel comme ça. Quel est le conseil que tu donnerais aux freelance justement et pourquoi se tourner vers un gestionnaire de clients comme ça? À partir de quelle taille aussi peut-être ça devient Mais non, intéressant? moi, en fait, je le conseille, je le conseille à tout le monde. Je l'ai conseillé à ma Oui, femme aussi qui est freelance, d'accord. parce que voilà, elle gère de la prospection pour des événements sportifs. Ben, mine de rien, alors la vraie différence, moi je l'ai vue à la maison, donc je peux en parler, Ouais. c'est que au lieu de se connecter sur un fichier Excel, même s'il est joli, partagé, etc., tu te connectes sur une interface qui est faite pour ça. C'est-à-dire que ça va t'aider et son retour, c'est que tout simplement, bah, ça l'incite plus à faire du commercial. Les freelances, souvent, ils aiment pas trop faire du commercial, hein. Ils aiment bien faire leurs prestations, mais faire du commercial, un peu moins. Et quand tu as une interface sympa, bah, tout simplement, ça te donne un peu plus envie. C'est un peu plus fun, on va dire. Euh, voilà. Je dis pas que nos CRM, c'est une interface hyper fun, mais c'est quand même une interface bien intuitive. Tu as des petits rappels, des petits trucs. Bon, voilà, c'est beaucoup plus fun que ton fichier Excel. Donc, voilà. Après, Ok. moi, je trouve qu'il n'y a pas de taille, évidemment, si tu gères 5 clients, bon, bah, tu peux t'en sortir, hein, sans avoir des systèmes de rappel et un truc intelligent qui te fait gagner du temps. Mais bon, à partir du moment où tu gères des relations clients récurrentes ou des prospects, bah, avoir un logiciel pour tout mettre, c'est voilà, c'est, à mon sens, essentiel. Ok, donc même pour les freelances. Du coup, j'ai vu par rapport à ton parcours, t'étais plutôt dans des business, un business déjà assez engagé au niveau écologique. Ensuite, tu t'es tourné un petit peu plus euh, vers nos CRM, qui est du pur, voilà, c'est de la pure vente. Qu'est-ce qui te plaît encore aujourd'hui dans l'aventure nos CRM et qui te motive justement par rapport Ouais, au ouais, contexte? C'est ça que je veux dire. Pardon, ouais, excusez-moi. ouais, Redonner je du comprends. Ouais. contexte. On sait qu'on est dans une époque où les gens essayent d'avoir un travail, voilà, qui redonne du contexte à ce qu'ils font, etc. Donc toi, par exemple, là, voilà, qu'est-ce qui te plaît? Bah, il y a plusieurs choses. Moi, bon, évidemment, lié au produit, alors on peut se dire, bah, vendre un CRM, c'est pas le truc le plus sexy du monde et tout. Après, C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est non, toi. non, je sais. Non, mais bon, c'est classique, hein, c'est pas le truc, quand je suis au bar, mes amis, ils vont pas me dire, ouais, mais par contre, après, je leur explique qu'en fait, ça reste quand même au cœur de la stratégie de boîte. Nous, on parle essentiellement à des PME. Les PME, elles sont pas forcément en super santé. Bon, c'est difficile pour tout le monde ces dernières années. Donc, si on peut les aider tout simplement à gagner plus de clients, à avoir un taux de conversion un peu plus important et donc à vivre un peu mieux parce que la partie commerciale, qui est quand même le socle de base, hein, pour les PME, et ben, fonctionne bien ou fonctionne mieux. Bon, ben voilà, on se donne un peu ça comme mission. Donc, on accompagne ces dirigeants d'entreprise ou ces directeurs commerciaux
à améliorer ça et à améliorer aussi le quotidien de leurs équipes et donc le résultat de leur boîte, tout simplement. Donc pérenniser un peu leur boîte. C'est un peu ça la mission derrière. Et après, moi, au quotidien, ce qui m'anime, c'est travailler en équipe. Donc moi, je fais un POC à mon équipe. Ouais, et ça Voilà. fait une excellente transition avec le sujet qu'on avait décidé de Ouais, traiter, qu'on n'a c'est pas vrai. du tout traité, là, en 37 minutes, tout va bien. Mais justement, bah, voilà, travailler en équipe, tu es un sportif, t'as tout ton ADN et tourne un petit peu autour de ça. Bah, voilà, donne-nous un peu, toi, ta façon de voir les choses. Comment t'animes ton équipe? Qu'est-ce que tu as mis en place comme routine pour faire vivre tout ça? Et Ouais. puis, sortir, voilà, comment on motive les gens en sortant un peu peut-être du carcan KPI, etc., un peu rigide. Déjà, première question, vous utilisez nos CRM chez nos CRM? Ouais, ouais, Bon, voilà, ok, non, ouais, mais c'est tout à réglé, au fait. moins comme ça, c'est ouais, bon. Et non, parce qu'il y en a qui travaillent chez Renault qui roulent en Peugeot, c'est pas. Ouais, non, non, mais là, c'est évident parce qu'en fait, on fait évoluer le produit avec notre propre usage. Ah bon, Donc, en fait, ça, c'est super important, ouais. ça a du sens. Ok, donc Ouais. par contre, je reviens à ma question. Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, dans la gestion de ton équipe, justement, ce que tu as amené de personnel, ce que tu as amené du sport, et puis, Mmh. bah, dis-nous un petit peu tes routines de travail, parce que je pense qu'il faut organiser un petit peu tout ça quand même si tu veux que ça Ouais, bah, fonctionne. c'est clair qu'on a mis une sorte de framework en place pour que ça fonctionne bien. Ça, c'est sûr. Donc ça, on pourra le détailler peut-être, juste après. Mm. Mais en fait, ouais, il y a plusieurs aspects. Moi, ce qui me tenait à cœur, c'est de retrouver un peu ce qui me plaît dans le sport, c'est-à-dire l'esprit d'équipe, l'esprit de partage, le fait de travailler tous dans un sens, une direction, commune. Moi, ça, j'y crois beaucoup et donc bon, en remote et sans avoir rencontré les gens, c'est pas facile, mais bon, on a essayé de le faire donc avec différents types de meetings et cetera Que et en puis, virtuel à chaque fois? ouais, on a fait que du virtuel. On s'est vu une Ouais, fois, là, en septembre, là. Donc ça a permis de resserrer un petit peu les liens encore avec ceux qui pouvaient, parce que ceux d'Amérique latine et tout ça, on les a pas vus. ouais. Mais ouais, non et après, bon, en fait, la culture de la boîte aussi a joué beaucoup parce que c'est historiquement une boîte, aussi en remote. Donc ça joue beaucoup. C'est-à-dire que comment, tous les petits process qui sont déjà en place en termes de culture de boîte pour travailler en remote, bah, il faut s'appuyer dessus quand tu veux construire un peu l'esprit d'équipe de ton équipe commerciale. Donc c'était déjà en place, ça m'a facilité un petit peu la vie évidemment. Enfin, ça nous a facilité la vie. Voilà, donc ça c'était important. Donc là, il y a des petites routines. Typiquement, pour te donner un exemple très concret sur la routine de télétravail, on a tous les matins ce qu'on appelle les 3 goals a day. Donc tous les matins, sur notre petit réseau social interne, tout le monde doit poster ses 3 objectifs concrets de la journée. Donc c'est ta première chose que tu fais quand tu te connectes. Et cette petite routine-là, elle est super puissante parce qu'elle aide à la fois les gens à réfléchir à ce qu'ils vont faire dans la journée, mais aussi les managers à voir un peu ce qui se passe, quels objectifs se fixent les membres de leur équipe, et pouvoir venir ensuite travailler avec eux là-dessus. Est-ce que je peux me faire l'avocat du diable? Et Ouais, ok, avec plaisir. c'est pas un peu micromanager là, de 3 objectifs par jour, rentrer, enfin. Ben, tu peux le voir comme ça. Moi, je le vois pas du tout comme ça. C'est justement une façon de partager parce que les techs, les mecs qui gèrent le support du jour, etc., ils voient aussi mes objectifs en tant que commercial. Et moi aussi, je mets mes objectifs tous les jours, tu vois. Tout le monde. Ok, Ouais. Donc c'est pas vraiment micromanager, c'est c'est partager tes objectifs et faire en sorte en fait que le management, il va juste faire en sorte que les objectifs soient dans le bon sens, dans la stratégie qu'on a donnée, dans les objectifs du trimestre ou du semestre, etc. OK. Et est-ce que ça te permet, à contrario, de repérer des gens qui commencent à perdre un peu le pied, enfin, tu vois, ça en tant que manager, on s'intéresse avant tout à la santé, de Ouais, ses équipes. ouais, tout Du à coup, fait. toi, ça te permet un peu de détecter les gens qui sont en train de lâcher un petit peu, ou Alors tu le fais d'une autre manière? ouais, pas directement avec D'accord. cet outil-là. Ensuite, moi, je OK. fais beaucoup de communication directe, évidemment, donc OK. avec des one-on-one et tout ça. Mmh. Je peux te détailler un peu ce qu'on a mis en place, hein. Notre Ah bah, organisation ouais, vas-y, aujourd'hui, avec plaisir. Moi, ça m'intéresse, carrément en elle plus, est donc assez claire, notre organisation, donc on démarre avec ça. Moi, ensuite, bah, je vais te donner, je vais te faire l'agenda de ma semaine. Voilà. Et donc je mais vas-y. démarre le lundi matin donc avec un call avec Mariana, donc qui est Head of Customer Success, pour qu'on organise la semaine. C'est-à-dire quelles sont les priorités en Customer Success, quelles sont les priorités en Sales, qu'est-ce qu'on pense qu'on va organiser pour animer un petit peu l'équipe en dehors de ce qui est déjà prévu, quels sont les prios, etc.
Donc, je fais cette petite review le lundi matin et ça nous permet d'organiser la semaine en tant que manager. Ensuite, le lundi après-midi, on fait ce qu'on appelle le coffee meeting. Alors, il y en a pour qui c'est du vrai coffee, parce que ceux qui démarrent, on a une personne à Bogota, une personne à Buenos Aires et une personne à Montréal. Donc, eux, ils se lèvent avec nous et on fait une sorte de temps informel qui dure entre une demi-heure et 3/4 d'heure, dans lequel voilà, c'est une sorte de team building récurrent toutes les semaines pour qu'on se voit, pour qu'on parle de tout et de rien, des meilleures séries, de notre week-end. Voilà. On essaie de rester sur de positif et de ne pas parler des actus, évidemment. Mais ça, c'est un temps Ok. assez important pour. Voilà. Et là, tu te rends compte aussi qu'il y a certaines personnes qui parlent jamais parce que c'est pas leur personnalité. Il y en a d'autres qui parlent tout le temps parce que c'est leur personnalité. Et donc, Ouais. on a aussi rajouté quelque chose qui est que, par un système de rotation en ordre alphabétique, on va venir partager quelque chose, parler d'une passion, parler d'un livre, parler d'un truc. Mais on va être à un moment obligé un petit peu de se mettre en avant et de partager quelque chose pour que ce soit pas tout le temps les mêmes. Tu vois. Ouais, Et ouais. ça reste du hors Je boulot, comprends. quoi. Ok, je comprends bien. Ouais. Ouais. Ah, c'est bien, c'est important de faire tourner la parole parce que quand tu as une équipe, une personnalité qui parle jamais, même quand tu lui Ouais, donnes bah la c'est ça. parole, tu as l'impression de. C'est ça. C'est ça. Bon, Mais en fait, tu te rends compte que ces gens-là, ils sont aussi contents après, en fait, de parler, lorsqu'ils ont un petit peu préparé, que voilà, c'est pas des... ouais. Tout le Ouais, monde ouais, n'aime ouais. pas raconter son week-end, se mettre en avant devant 8 personnes, machin. Donc, on met aussi, donc c'est tout le temps en vidéoconférence, hein. On met la caméra, donc ça, c'est les petites règles de base. Et voilà, donc ça lance notre semaine, entre guillemets, d'équipe. Et à la fin de ce Ok. call, chacun donne un objectif de sa semaine. Enfin, son objectif principal de la semaine. Donc c'est pas, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un petit objectif qu'on va accomplir en une demi-heure, mais c'est ton objectif que tu t'es défini dans cette semaine. Voilà, donc ça c'est pour partager. Ensuite, moi je fais le lundi et le mardi, je fais des one-on-one tout simplement avec toute l'équipe. Donc là, voilà, c'est pour tâter, savoir si ça va bien, comment ils se sentent, etc. Donc plutôt revue un peu personnelle avant de rentrer évidemment dans une revue un peu de pipe, un peu plus détaillée. Mhm. D'accord. Donc, sur du sales et tout ça, sur les prochaines missions, sur prioriser telle ou telle action, parce que comme je t'ai expliqué, on fait pas mal de multitâches, donc il faut aussi de temps en temps redonner la priorité pour que ça soit plus clair et plus facile à comprendre. Donc c'est à ça aussi que me servent ces temps-là. Et ça, c'est aussi important. Après, on a un point important avec l'équipe d'Amérique latine qu'on fait en milieu de semaine pour voir où en sont les différentes choses. Donc là, on fait un gros point à la fois sur le marketing, le customer success et le sales, parce qu'ils gèrent tout ça à deux, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc on se prend un long moment pour revoir tout ça, revoir les prios, voir ce qui avance pas, etc. Ça, c'est le mercredi. Le jeudi, on fait un truc qui est assez sympa, et on fait, pareil, une session de partage en équipe. Donc ça, c'est tous les jeudis. C'est pareil, on bloque 1 heure et demie, tous dans notre agenda en fin de journée, pour que ceux qui sont du côté Amérique soient avec nous. Et là, on fait ce qu'on a appelé un sharing session. Donc en fait, c'est une session d'1 heure et demie qui est divisée en 3 parties. Une petite partie où moi, je vais donner des feedbacks sur un peu ce qui s'est passé dans la semaine. Comme j'ai, entre guillemets, la chance de voir un peu tous les deals qui passent lorsque je fais mes one-on-one, je peux aussi donner des retours un peu constructifs, globaux sur des stratégies, sur des façons d'aborder tel ou tel lead, etc. Première partie du meeting. Deuxième partie, on a un système de rotation, pareil, et chacun va devoir présenter un sujet autour de la vente. Donc ça, c'est moi qui l'ai défini. Par exemple, comment gérer les objections, ou comment traiter face à un compétiteur. Enfin, un sujet, tu vois, sales, comment bien qualifier un prospect, etc. Donc il y a tout un tas de sujets. Et là, c'est quelqu'un de l'équipe qui est responsable de préparer la présentation et la partager à l'équipe. Donc ça, c'est double objectif, c'est s'auto-former, bien sûr, restituer une sorte de présentation donc sous un format intelligible pour les autres, et la présenter à tout le monde. Donc auto-formation et aussi transmettre de l'information aux autres. Et ensuite, on a une troisième partie qui est une autre personne qui va partager un deal. Donc, elle va devoir raconter l'histoire entière de son deal, de la qualification jusqu'au closing, à l'onboarding, montrer comment le compte est paramétré, comment les gens l'utilisent, etc. Donc, pareil, ça c'est monter en compétence globale de l'équipe sur un cas particulier de vente. Voilà. Et donc, ça, c'est notre meeting un peu training, sharing. Ok. Ça, tu le fais toutes les semaines? On le fait toutes les semaines, ouais. Ok.
Bon, sauf ok. vacances, sauf cas Ouais, ouais, ouais. particuliers. Là, on a fait un team building récemment où on a fait un truc plus fun pour s'amuser plus. Mais ouais, sinon, on essaie de garder ce rendez-vous-là toutes les semaines. Et, euh, et chacun est responsabilisé à tour de rôle pour partager des choses, monter en compétences personnelles parce que du coup, il est obligé de se renseigner sur quelques sujets et puis partager des informations avec l'équipe. Il y en a un qui t'a déjà présenté System Sales ou pas? Non. Bah écoute, bon, on peut rattraper ça. Voilà. Ok, non, bah d'accord. Là, on est au mercredi soir. Jeudi soir, ouais, jeudi soir. Et après, Ah oui, t'es voilà. au jeudi là, d'accord. Ouais, là, j'étais Ouais, au jeudi. Et voilà, on a fait le tour. Et après, on a évidemment tous les outils de communication, euh, comment on appelle ça? Écrits hors ligne, quoi, on va dire. Hmm, Donc, on utilise Notion et Slack beaucoup pour partager des infos sur des channels spécifiques et surtout d'accord. écrire un peu tous nos process. Donc, tout est bien listé dans une bibliothèque et on fait référence à tous ces documents-là et ces écrits-là lorsqu'on a des questions de Ok. process, etc. Ça me paraît, ça me paraît dense, mais en même temps indispensable parce que tu as vraiment des gens qui sont loin. Tu Mm. as besoin de les garder quand même. On sait que la distance, ça distend quand même les liens. Enfin, je veux dire, même la meilleure des personnalités, quand il est trop isolé, il va s'enfoncer dans des routines peut-être. Et Ouais, là, c'est ça. toi, tu crées leur routine en fait finalement. Donc, c'est quoi la moyenne d'âge de ton équipe? Tu sais. C'est assez jeune. C'est assez Ouais, jeune, ouais. d'accord. C'est Et il aux y a alentours de une 30 ans. Pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Ouais, non, je dirais aux alentours de 30 ans, un peu. Ok. Ouais, 28-30. Et, et du coup, tu sens qu'ils sont plutôt réceptifs à ça, que eux, ça leur permet justement d'être bien coachés, d'être bien suivis. Ils sont demandeurs. Quels sont les feedbacks qu'ils te donnent en tant que manager? Moi, je sais que quand j'étais manager, toi, tous les ans, je faisais un NPS score. Non, Ouais, je je vois ce faisais que tu veux dire. un feedback session, c'est important. Grave, Où ouais. là, tu les laisses, ils se lâchent et puis ils te font remonter les infos. Après, il faut en prendre compte parce que si tu tiens pas compte de ce qu'on te dit, là, Ouais. c'est grave. Après, tu peux ne pas demander et ne pas en tenir compte. Là, c'est mieux. Mais non, Non, mais mais alors du moi, coup, pour répondre oui, à et ça. du coup, la question, c'est à toi. Est-ce que tu fais remonter via des feedbacks justement et l'organisation? Tout le monde adhère à ça ou comment ça se passe? Vous optimisez l'agenda en fonction des retours? Enfin, Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, exactement. Moi, tout ça, j'ai pas. Quand je suis arrivé, j'avais jamais fait en fait de management d'équipe, hein. Donc ça s'est construit petit à petit. Et moi, je suis très en ligne avec ce que tu disais juste avant, de demander du feedback, parce que nous, on en donne constamment en tant que manager, mais c'est hyper important de faire dans les deux sens. Donc moi, je leur pose des questions avant. On le fait tous les 6 mois à peu près. Et donc on leur demande vraiment du feedback sur à la fois le process, le framework dont on vient de parler, mais aussi sur la façon de donner des feedbacks et tout ça. Et du coup, ça m'avait conduit à faire une présentation, je me rappelle encore, avant de démarrer toutes ces sessions de training et tout ça, euh, qui était sur, en fait, prendre en compte les feedbacks, mais tout le temps de manière positive. Alors, je sais plus comment on avait appelé ça, parce que c'était en anglais et tout, mais en gros, expliquer que le mindset à avoir, c'était de prendre tous les feedbacks comme quelque chose de positif. Tu vois, de hmm. partir du principe que ça va être bénéfique et positif et non pas un tacle à la gorge ou un truc pour te dire c'est pas bien ce que tu as fait. C'est vraiment à l'opposé en termes de mindset. Et ça, je pense, enfin moi en tout cas, ça m'avait marqué. Alors c'est moi qui avais fait la présentation, je sais pas, mais, euh, mais c'était important. Et depuis, je trouve que ça, voilà, c'est assez fluide. Je pense que cette organisation, oui, elle peut paraître dense comme ça, mais en fait, c'est un peu obligé. En fait, en gros, si je pense aux membres de l'équipe qui sont en Amérique et aux autres qui sont en Europe, ils vont se parler 2 fois dans la semaine, quoi. Donc c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus délirant. Ouais, puis si t'avais pas ce temps-là, ils se parleraient presque pas. Enfin, Et voilà, exactement. malheureusement, on peut penser que, mais non, en fait. Ah non, non, c'est sûr que non. Ouais, Ouais, c'est ouais, sûr que c'est non. sûr que non. Ouais. C'est sûr que non. Et Surtout, on sait que, ouais. on a beaucoup de choses à faire, on est tous multitâches, il y a des trucs. Donc Hmm. non, ils vont pas partager. Donc on pourrait toujours un peu optimiser ces choses-là, euh, surtout si on Non, peut. mais là où je te rejoins, et excuse-moi, enfin, on est dans une discussion, donc Ouais, je te fais part, moi, de mes, de ma vision des choses. On voit que la communication au sein d'une équipe, c'est primordial et peut-être des entreprises qui ont par volonté de pas faire du micromanagement, en fait, en ayant peur de faire du micromanagement, finalement, ne font pas de management du tout, ouais, n'organisent pas la vie de l'équipe comme ça, et on se rend compte que finalement,
c'est catastrophique parce que la nature humaine est faite que. Alors, il y a des réseaux de communication qui se créent forcément entre certaines personnes, des réseaux parallèles, mais l'information n'est pas distribuée de façon uniforme Ouais, et ça, c'est dommage. transversale. Et ça, c'est dommage. Il y a des gens qui peuvent se sentir laissés pour compte et finalement, l'équipe ne vit pas et les résultats ne suivent pas. Donc, puis après, tu te demandes au bout de 2 ans, mince, il n'y a pas d'équipe, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc, Bah ouais, c'est pour obtenir un peu l'adhésion et l'engagement des gens aussi. Ça, c'est primordial. Surtout petite boîte comme ça et tous en télétravail. Bon, bah, il faut que la culture et l'engagement des gens soient là parce que sinon, ça peut pas fonctionner. Donc du coup, toi, aujourd'hui, une entreprise comme la tienne, sans manager, est-ce que ce serait concevable? Sans manager, bah après, Toi, demain, tu retournes à faire de la vente 100% et puis tu Ouais. laisses l'équipe. Alors, je pense que sans le cadre dont on vient de parler, tu vois, tu pourrais envisager peut-être de laisser le cadre sans qu'il y ait, entre guillemets, un manager peut-être, tu vois. Donc ça veut dire que tu enlèves les one-on-one, mais tu laisses le cadre de fonctionnement de l'équipe. Ça peut-être éventuellement. Avec une sorte de Mais après, lead tournant. ouais, c'est ça, de lead tournant. Bon, c'est un peu ce qu'on fait dans la façon de présenter les choses, etc. Mais enfin pas le souci, mais le point qui est un petit peu difficile, c'est que, comme je l'ai dit plusieurs fois, on est un peu multitâche, on fait beaucoup de différentes choses, et du coup, donner les priorités, se concentrer les efforts des gens sur ce qui va vraiment avoir de l'impact et apporter de la valeur à la boîte, ça c'est vraiment aussi le rôle du manager. Et... Ouais, et puis je pense que tu disais l'âge de ton équipe fait que les gens ressentent le besoin d'être managés et aidés aussi peut-être. Ouais, puis aussi de recevoir D'avoir une personne référente, ouais. Ouais, mais même aussi de recevoir du feedback positif, tu vois. C'est tout con, Ouais, mais on le néglige ouais, souvent, ouais, tu vois. ouais. De dire: «Ah mais ça c'est super bien joué, machin». Bah moi je le fais parce que en sport, tu le fais, heu, avec enfin tu vois, quand tu es dans une équipe, et je trouve que c'est super important parce que ça donne de la confiance ça amène du positif et puis de la performance derrière. Donc non, ne serait-ce que pour le feedback positif, je pense que c'est important. Ok. J'ai envie que ce soit le mot de la fin. Voilà, donner du feedback positif à vos équipes, Ouais. à vos enfants. Et Ouais, voilà. non mais ça c'est... Voilà. Non, mais le mot du coach sportif. Moi, je sais que toi, j'ai jamais fait de sport co. J'ai mon fils qui fait du hand et j'essaye d'aller voir tous les matchs. Ah, t'es courageux. Ils ont 10 ans, alors pour l'instant, j'y vais. Et c'est facile de voir les échecs, les défauts, de dire, ah bah là, c'est pas pour rien, t'as pas fait ci, t'as pas arrêté, t'as pas truc. Et c'est un mindset d'encourager, de donner du feedback positif, de se concentrer sur les... Et Sur ce ouais, qui a marché, ou en tout cas tourner ce qui marche pas en truc positif. Et ouais, moi je trouve que c'est super important, sinon c'est difficile de garder la motivation pour travailler tous les jours avec ton équipe si ça fonctionne pas comme ça. ok. Et ben écoute, je te propose que ce soit le mot de la fin. Allez, Parce ça qu'on est marche. déjà à 55 minutes, Ah, tu vois, on Nicolas. s'en est pas rendu compte. Ouais, j'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, Bon, carrément. ouais. C'était un plaisir, écoute. Bon, écoute, moi aussi. Plaisir partagé. Je te souhaite plein de bonnes choses. Profite du beau temps au Pays Basque. Ouais, merci. Ça marche. Et puis, je te dis à bientôt. Allez, salut, à bientôt. Salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. On n'oublie pas de le partager sur ses réseaux sociaux favoris. Je l'ai bien dit cette fois. De laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et de laisser un commentaire. Voilà, vous m'envoyez un petit email si vous voulez des infos ou si vous voulez participer au podcast. Le seul prérequis, être ingénieur. Allez, et à la semaine prochaine.